Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guyane, en Guadeloupe, en France et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christian Ursulet, qui est à la retraite aujourd'hui, mais qui fut longtemps directeur général de l'ARS, l'Agence régionale de santé, et donc maintenant, disons, directeur général honoraire de cette institution. Comment allez-vous, monsieur Ursulet ? Ah ben, très bien. Vous voyez, j'essaie de maintenir une forme physique et de ne pas sombrer dans la déliquescence intellectuelle et mentale trop rapidement, quoi. Donc je m'entretiens. Vous êtes à la retraite depuis combien de temps ? Ah mais ça passe vite, hein, depuis 2017. 2017, ça passe très vite. Donc vous vous ennuyez depuis 2017 ? Ah, je ne m'ennuie pas du tout. Je me demande comment on fait quand on travaille, quoi, honnêtement. Parce que quand vous êtes à la retraite, vous découvrez tout un monde d'occupations qui vous prennent quotidiennement et vraiment, qui s'en occupe quand vous n'êtes pas là, quoi, quand vous êtes au boulot ? Les parents qui ont vieilli, c'est un peu le cycle de la vie, hein. Les parents qui ont vieilli, quand ils ne sont pas décédés avant, dont il faut s'occuper et tout, ça c'est vos occupations, je veux dire des parents âgés au-dessus. Il y a en même temps des services à rendre aux fils, filles, etc., aux belles filles et tout, parce que voiture en panne, il y a ci, il y a ça. Il y a les petits-enfants souvent, parce qu'il y a des problèmes à leur niveau, il faut les emmener à l'école ou les récupérer et tout. Il y a l'actualité, quand vous êtes quelqu'un intéressé par l'actualité à suivre et qui vous prend du temps. Il y a, si vous êtes passionné de littérature, à lire en permanence ce que j'ai toujours fait toute ma vie. Enfin, vous trouvez. Et puis il y a le sport pour se maintenir. Donc, je n'avais pas le temps de faire du sport. Hein, quand vous êtes directeur général de l'ARS, que vous rentrez souvent à 7h du matin, que vous sortez à 20h, 21h le soir, que vous bossez parfois le dimanche pour préparer la semaine des autres, vous ne trouvez pas le temps, quoi. Et c'est même dangereux, parce que quand vous faites du sport, ça m'est arrivé d'ailleurs, trop fatigué, c'est contre-productif. Donc vous vous mettez à faire du sport, ce que j'ai essayé de faire. Donc maintenant je nage, je fais du vélo, j'essaie de préserver tout ce qui est articulation à problème lorsque vous posez dessus, quoi. Voilà, les genoux. Donc je m'occupe. Vous avez combien d'enfants ? Et on ne voit pas le temps passer. On voit pas le temps passer. Vous avez combien d'enfants ? J'ai 2 fils. J'ai 2 fils. Et combien de petits-enfants ? J'ai 2 petits-enfants. D'accord. Quel regard vous jetez sur votre vie professionnelle ? Sur ma vie professionnelle, j'ai fait tout ce qui n'était pas prévu intellectuellement par moi au départ. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais élève de glissant, passionné de littérature et de philosophie, et j'ai été amené à faire Sciences Po par amitié avec, j'étais un très bon ami d'enfance, Alain-Philippe Blérald, qui est un des intellectuels, à mon avis, les plus importants de la Martinique, qui est décédé, hélas, et qui nous a invités à Grenoble. Donc on a fait des études à Grenoble, un frère, Serge, et moi. Et donc j'ai fait Sciences Po à Grenoble. Et puis par la suite, j'étais très occupé par la rédaction de journaux, Libération Anti-Guyane, j'étais militant du GRS à l'époque, de la Ligue communiste révolutionnaire en France. Je ne me suis pas trop soucié pendant 7 ans de mon strict avenir professionnel, jusqu'au jour où on me dit il faut quand même manger demain, quoi, hein, parce que j'étais pion d'internat, enfin je cumulais des petits boulots. Donc j'ai passé le concours, mon frère m'a inscrit, frère Serge, qui était déjà inspecteur d'ADAS, je ne savais même pas que ça existait, m'a inscrit au concours d'entrée à l'école, aujourd'hui l'école des hautes études de la santé publique à Rennes. J'ai préparé nuit et jour ce concours, honnêtement, pendant 1 mois. Je l'ai passé, je l'ai eu, et je suis rentré à l'école de la santé. Donc j'ai fait un cursus santé qui, au départ, n'était vraiment pas ce que je prévoyais. Et je ne le regrette absolument pas, parce que c'était passionnant, la santé, c'est passionnant. Donc j'ai été inspecteur de l'ADAS et militant syndicaliste. Là aussi, un peu par hasard. Pendant 20 ans. Pas pendant 2 ans, hein, parce qu'il y a des gens qui font un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Bon, j'ai été militant syndicaliste en revenant en Martinique de 1981 à 2001,
très exactement. 2001, donc je suis devenu un des secrétaires généraux de la santé avec toute l'équipe de Félix Catherine, Denis Lange, Roger Lannoy, Francine André, enfin c'était une sacrée équipe quoi, à l'époque. On a développé ce syndicat pendant 20 ans, quoi, qui était devenu, je pense, un des syndicats les plus importants de la Martinique. Et puis après, alors sans rentrer dans trop de détails, mais lorsque vous vivez à 120 à l'heure et que l'organisme est prévu pour vivre à 100 à l'heure, vous avez toutes sortes de pépins de santé. Donc j'avais dit que j'ai été arrêté à 50 ans. Je me suis arrêté à 50 ans. Je suis donc parti en Guyane, à ce moment-là, travailler. En Guyane, j'ai fait 3 ans en Guyane. Ensuite, je suis parti en Haute-Loire. J'étais directeur adjoint en Guyane. Je suis parti comme nommé directeur départemental de la Haute-Loire, de la DAS de Haute-Loire, pendant 3 ans également. Et je suis revenu en Martinique en 2006 comme directeur de la DSDS à l'époque. Il n'y avait plus les DAS, il n'y avait pas encore l'ARS. Donc j'ai été directeur de la DSDS de septembre 2006 à avril 2010, où les ARS ont été fondées. Et donc j'ai créé l'ARS de Martinique, avec là encore une sacrée équipe, quoi, qui est Dominique Savon, Jo Baltide qui était directeur de cabinet, avec Élie Bourgeois, avec enfin beaucoup de gens intéressants. Nous avons créé l'ARS et nous avons travaillé de 2010 à 2006 pour essayer de transformer l'organisation même de la santé à Martinique. Donc vous êtes né en Martinique. Je suis né en Martinique. Vous avez fait vos études où? Vos études secondaires. Non. Secondaires. Mes études secondaires, je les ai faites à l'annexe du lycée, au Terre-Saint-Ville et chez Glissant. D'accord. À l'IME, là. À l'IME. D'accord. J'ai été à l'IME la 2e année de son ouverture. D'accord. Donc vous étiez... Donc ça vous montre qu'il ne faut jamais désespérer d'un gamin. Hein, parce que j'ai été exclu du lycée. C'est sur vos amis là, c'est parce que... J'ai été exclu du lycée, non pas pour, disons, résultats je dis professionnels, scolaires, mais pour un peu insolence, enfin, bon, tout ce qui est... Indiscipline. Tout ce qui est en marge, sans être non plus un délinquant, hein, mais bon, j'étais quand même pas dans le moule, on va dire. Et puis, chez Glissant, j'ai découvert que les études, c'était extraordinaire, quoi. Okay. Ça valait Vous avez fait quel baccalauréat? Ah, j'ai un bac à l'époque. D'accord. Bac, c'était en littérature, quoi. Oui, De littérature. lettres. D'accord. Voilà. Vous aviez quel âge? J'avais 19 ans. 19 ans. Vous avez votre bac à 19 ans. Ouais. Vous êtes parti faire Sciences Po? Je suis parti vers Sciences Po directement. Directement. À Grenoble. Alors, c'était pas la fac, parce qu'il y avait Sciences Po en fac et Sciences Po. Grenoble, c'était à l'époque une espèce d'annexe de Sciences Po Paris. D'accord. Il y avait, je crois, peut-être 2 ou 3 IEP, je ne me rappelle pas à l'époque, Institut d'études politiques. Donc Grenoble, c'était vraiment un institut d'études politiques assez renommé, quoi, avec des grands profs, quoi, de Bernice, enfin, il y avait vraiment des grands profs à l'époque. Donc je ne regrette absolument pas, c'est des études pour moi de très grande qualité. Et puis voilà. Et vous avez fait combien de temps? Sciences Po, c'est combien de temps? Sciences Po, c'est 3 ans d'études de Sciences Po. En même temps, des certificats de sciences économiques, parce que souvent c'est jumelé, donc moi j'avais fait ça. Et puis après, j'ai fait ces années de militantisme. Et puis après, ces années... France toujours. En France toujours. D'accord. Je suis resté en tout. Là aussi, les jeunes doivent apprendre que c'est pas quand on a tous les moyens, forcément plus de moyens, qu'on réussit, quoi. Je suis parti en France avec l'équivalent aujourd'hui de 80 €, quoi. Vos parents faisaient quoi? Mes parents étaient séparés à l'époque, donc ils vivaient un peu ensemble. Ma mère était un cadre B des PTT, des postes télécommunications. Mon père était, disons, un cadre moyen chez un béquet là, qui s'appelle Despointes, en Guyane aussi. Donc un employé de commerce, on va dire, un cadre du commerce. Et puis voilà, mais à l'époque, franchement, on devait partir, nous, on était 5 frères, et on devait partir les 5 ensemble. D'accord. Donc ils n'avaient absolument pas les moyens de subvenir, d'autant qu'ils s'étaient séparés déjà, à ce moment-là. Et donc non, depuis la première année d'études, il a fallu travailler, quoi.
Tout en faisant tout en faisant des études. Qu'est-ce que vous avez fait? Et je suis resté 11 ans en France, sans pouvoir... Je suis resté 7 ans en France sans pouvoir revenir une fois en Martinique, faute de moyens. Et sans voir mon père pendant 7 ans. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait. Vous avez fait des petits jobs, quoi, des petits J'ai boulots, fait disons. une multitude de petits jobs, de coller des enveloppes, travailler à la poste, travailler en clinique. J'ai été garçon de bloc opératoire au parc Montsouris à Paris. J'ai travaillé comme trieur dans des centres postaux à Paris pendant toutes les vacances. J'ai toujours travaillé toutes les vacances pour payer les premiers mois de l'année suivante, etc. Je travaillais dans des banques, j'ai travaillé, voilà quoi, tout ce qui passait dans le coin, quoi, franchement. D'accord. Et à un moment donné, j'ai choisi de travailler parce qu'il fallait quand même, quand on prend de l'âge, avoir non pas une jambe universitaire, mais un logement. Donc j'ai travaillé j'étais à Lyon à ce moment-là, à la gare de Lyon, de nuit, tout en militant. Pourquoi vous êtes allé à Lyon? Je suis allé à Lyon parce que j'ai créé à la fois une association de travailleurs et une association étudiante à Lyon et une section à l'époque du GRS, où j'étais militant du GRS, à Lyon, pendant là aussi 3 ans. Donc, pendant ces 7 années, vous n'êtes pas venu en Martinique du tout. Vous continuiez à être en contact avec la Martinique? Ah, en permanence. Parce que j'avais des frères ici, j'avais des cousins, j'avais ma famille. Mais vous me parlez du GRS. Oui. Et puis quand j'ai adhéré au GRS, c'était en 1974, au moment des événements de février 1974. Hein, c'est à ce moment-là que j'ai adhéré au GRS. Il y avait donc. Vous étiez revenu en Martinique? Non, j'étais pas en Martinique. Donc de là-bas, vous avez. Voilà, je quittais Grenoble pour aller à Lyon. Et donc, non, j'étais en relation en permanence avec Gilbert Pagou, enfin les dirigeants de l'époque, Édouard Delépine, Philippe Pierre-Charles, voilà. Vous étiez indépendantiste alors? J'étais indépendantiste, ouais. D'accord. Et pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous étiez indépendantiste? Parce que je pense qu'il y a... je pense que dans notre situation particulière, très particulière, la Martinique, la situation de la Martinique, soit on se pense français et on se pense appartenir à la grande nation française, soit on pense qu'il y a un peuple martiniquais, une nation ou pas martiniquaise, et que donc il y a peut-être une autre solution d'émancipation de la culture, de la population martiniquaise, du peuple martiniquais, qui peut construire autre chose avec la Caraïbe et tout. Donc, je me suis engagé dans cette voie-là. Excusez-moi. Voilà. Donc vos parents n'étaient pas du tout ce n'est pas de politique. Ah non. C'est pas dans votre milieu familial du tout. Ah non, pas du tout. Vous êtes en France. Oui. Étudiant à Sciences Po. Oui. Et quand même, vous militez pour l'indépendance de la Martinique, où vous ne venez jamais. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, déjà, on avait fondé une association qui était très importante d'ailleurs, qui était une des seules associations de ce type en France, en fait dans le milieu étudiant, qui s'appelait l'AGEAG, qui n'était pas du tout une section de l'AGEM à Grenoble, qui était l'Association générale des étudiants antillo-guyanais. D'accord ? Donc il y avait à la fois les Martiniquais, les Guadeloupéens, on s'entendait très bien d'ailleurs, et les Guyanais. Mais avec, dans la mouvance anticolonialiste, quoi. Et nous étions en lien avec tous les étudiants, les mouvements étudiants, les associations étudiantes africaines, du Maghreb, de la Caraïbe, du monde entier, quoi. Et c'est le moment où il faut se rappeler ça. C'est le moment, les années où il y avait la guerre du Vietnam, quoi. La guerre du Vietnam qui a vraiment mobilisé, sensibilisé beaucoup de jeunes du monde entier, quoi, en solidarité avec cette guerre d'indépendance des Vietnamiens. La guerre d'Algérie aussi, un peu plus tard. La guerre d'Algérie, un peu avant. Ah bon? Un peu avant, oui, puisque j'étais à Grenoble en 71. La guerre d'Algérie, c'est un peu avant, c'est les années 60. C'est terminé en 56. Voilà, c'est ça. Donc vous êtes étudiant et vous êtes dans la mouvance anticolonialiste. Le Tout à moment fait. où on parle tout. Et donc tout naturellement, vous êtes anticolonialiste. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que
Vous suivez le courant quelque part. Oui. Le courant intellectuel d'abord, hein, pas simplement le courant militant des étudiants qui sont plus grands et qui sont déjà organisés. C'est-à-dire que moi j'avais lu Fanon en classe, j'avais lu honnêtement presque tout ça entre la seconde et la terminale. J'étais passionné de littérature et de philosophie, donc j'étais élève de Glissant. Glissant, après le bac de français en première, avait quelques élèves qui l'aimaient beaucoup et qui étaient aussi intéressés par ces sujets-là, et nous a réunis toutes les semaines pendant une année en terminale, alors qu'il n'avait pas à le faire, qu'il n'y avait pas de français en terminale, pour discuter philosophie, littérature, cinéma, théâtre, etc., et engagement politique. Donc j'étais intellectuellement déjà relativement engagé sur les grandes idées des droits de l'homme, des droits des peuples à l'autodétermination, contre les guerres, etc. Donc c'est tout naturellement que j'ai suivi ce courant-là en étant étudiant à Grenoble et en plus à Sciences Po, vraiment. Okay. Donc 19 ans, vous êtes à Grenoble. On dit que vous êtes resté 7 ans, c'est ça? Avant. Je suis resté en tout en France avant de revenir. Je suis revenu en Martinique pour un congrès du GRS. 2 jours, 7 ans après avoir quitté la Martinique, et je ne suis revenu en Martinique. Je ne suis jamais revenu entre-temps, mais là, je le dis bien, faute de moyens financiers et faute d'opportunités. Donc, je suis revenu en Martinique 2 jours pour un congrès du GRS, après 7 ans. Donc, si on fait les calculs, ça doit être en 78, enfin, à peu près, quoi. Et je suis revenu définitivement en 81. Oui. 80, 82. Donc ça fait combien de temps en France? Je suis resté 11 ans en France. 11 ans. 10 ans et demi, 11 ans. Bon, bien entendu, vous êtes marié en France. Oui. Avec une métro. Non, avec une Martiniquaise. Bon, vous allez en France pour épouser une Martiniquaise. Vous êtes bien bon, vous. Alors, je vais vous dire une chose. N'étant absolument... Ne voyant pas les couleurs, d'ailleurs. Je ne vois pas. Je ne veux pas voir les couleurs. Je suis antiraciste. D'ailleurs, dans l'un des recueils que j'ai écrit, qui n'a rien à voir avec la politique, qui est très engagé, mais qui est un recueil de littérature et de poésie, il y a un texte qui s'appelle « Je suis sans couleur ». Et donc, d'ailleurs, mon grand-père est un médecin métropolitain, chef de service à l'hôpital de Tours, qui est un métro. Donc, et mes parents sont martiniquais. Mes 2 parents sont martiniquais. Mon père, Ursulé du François, ma mère de Sainte-Thérèse. C'est des... Voilà. Bon. Donc, mais j'ai connu mon épouse, figurez-vous, ici. J'étais en terminale, elle était en première. Voilà. Et donc, je suis parti après mon bac. Elle est restée 1 an. Et ça ne nous a pas fait nous écarter pour autant. Et nous sommes retrouvés, elle étudiante 1 an après, venue en métropole en France. D'accord. Et vous avez divorcé quand? Je n'ai jamais divorcé. Ah ouais. Là aussi, c'est une autre anomalie, vous allez dire. Mais non. C'est une autre anomalie. Non, je n'ai pas divorcé. Non, nous sommes toujours ensemble, avec vraiment un engagement. Alors, à l'époque, nous avons milité beaucoup ensemble aussi. Hein. Mais bon, les chemins, de ce point de vue-là, n'ont pas été les mêmes. Et puis, voilà, non, nous avons cette vie construite dont je vous ai parlé, avec 2 fils. D'ailleurs, 2 fils, il y a un fils Laurent, qui est aussi, lui, du point de vue de la littérature, qui a eu le prix Carbet, Laurent Christian, qui est donc poète. Et puis Nicolas, lui, qui est ingénieur agronome et qui est dans dans le milieu entrepreneuriat, quoi. Voilà. D'accord. Mais il y a quand même un problème, c'est que si vous ne voyez pas les couleurs, il faut aller chez un opticien, parce que c'est bien embêtant, là, vous avez des lunettes. Oui, mais comment ça s'appelle ça quand on ne voit pas les couleurs? J'oublie le terme. Oui, voilà. Mais j'ai un daltonisme, on va dire, entre guillemets, volontaire. D'accord. C'est pas organique. C'est une construction de l'esprit. Voilà, c'est une construction de l'esprit. C'est-à-dire que vraiment, si vous commencez à trier l'humanité, à trier le monde et à trier vos relations et à trier par le biais de la couleur, je pense que c'est une tare et une faiblesse intellectuelle irrattrapable. Votre femme est de quelle couleur? Ma femme est, comment vous dire, elle est type
je sais pas, Caprès, indienne. Elle est plus noire que vous. Oui, bien sûr, plus brune que moi. Ok. Et donc vous viviez ensemble en France hein? Oui, oui, tout à fait. On vivait ensemble et on vivait tellement ensemble. Je vais vous dire un truc, une anecdote. Mais elle est restée à Paris un an parce que ses parents habitaient à ce moment-là à Paris. Un an, on se voyait aux vacances, étudiante. Elle est venue me rejoindre à Grenoble, donc au cours de sa 2e année universitaire. Et comme le milieu grenoblois était très militant, très associatif, je me souviens que nous avions 2 chambres étudiantes dans la même résidence, évidemment. Mais nous avions un copain étudiant qui travaillait, je crois, à Rhône-Poulenc. Non, ouvrier, je veux dire, pas étudiant. Un copain ouvrier qui travaillait à Rhône-Poulenc. Et il y avait eu des licenciements économiques. Il a été licencié, il n'avait pas de logement, etc. Et nous lui avons passé une de nos chambres universitaires pour qu'il habite. Il nous a dit, c'est juste pour 15 jours, parce qu'on me donne, j'aurai un autre logement dans 15 jours et tout. En fait, il y est resté près d'1 an, enfin 9 mois, je crois, enfin près d'une année universitaire. Et nous avons habité dans une petite chambre universitaire de 12 mètres carrés à 2 pendant tout ce temps. Voilà. D'accord. Est-ce que M. Ursulé, vous et votre femme, c'est pour ça que je vous demande si elle était plus foncée que vous de peau, vous avez rencontré le racisme en France? Ah mais bien sûr. Ah mais bien sûr, j'ai rencontré le racisme de multiples fois. De multiples fois. Et toute la question, c'est comment on y fait face, honnêtement. Parce que je comprends des gens qui pètent des plombs, quoi. La première fois que j'ai rencontré le racisme... alors, j'ai rencontré le racisme le premier jour de mon arrivée à Paris, que je n'avais jamais vu. Je n'avais jamais vu Paris, je n'étais jamais allé à Paris. Les parents, on était 5 frères, nos parents nous ont... honnêtement, on n'avait pas les mêmes aisances peut-être que maintenant, mais ne nous ont pas privés, quoi, je veux dire. Hein. Bon, je ne sais pas ce que je veux dire, mais quand j'avais jamais eu l'occasion d'aller à Paris, mes frères non plus. Quand je suis arrivé à Paris avec mon frère Serge, nous devions reprendre l'avion le lendemain. On a vu un samedi, à 13h, je me souviens. Le 13 décembre 1971. Nous devions prendre l'avion pour Grenoble le lendemain. Et donc, il fallait rester à Paris. On nous avait donné des adresses d'hôtels, aller là, une tante qui connaissait bien Paris, d'Enfer Rochereau, vous descendez, vous traversez, vous allez à un hôtel qui s'appelle telle chose. Malheureusement, l'hôtel, quand on est allé, il était rempli. Donc, il fallait trouver un autre hôtel. Je ne vais pas détailler l'histoire, parce que c'est vraiment une histoire qui mérite d'être écrite, mais nous avons marché de 13h, enfin de notre arrivée à Paris, jusqu'à 1h du matin, sans que jamais on ne trouve un hôtel. Et sans que jamais on ne nous donne une chambre d'hôtel. Vous étiez combien? Nous étions 2. 2 Antillais. 2 Antillais. Votre frère et vous, quoi. Oui, avec des afros, hein, je précise. Vous aviez les afros? Oui. Ah. Jamais on ne nous a donné une chambre d'hôtel. Jamais. Attendez. Parce que les hôtels étaient pleins ou parce que vous aviez des Certains afros? étaient pleins, d'autres parce qu'on avait des afros, d'autres encore parce que nous étions noirs. Enfin, même pas noirs. Pour eux, arabes. Et c'est là que j'ai découvert qu'à l'époque, en fait, il y avait un racisme envers les Arabes qui était encore plus prononcé, à mon avis, hein, vécu intuitivement, quoi, qu'envers les Noirs. Mais honnêtement. Et vous savez comment on a dormi à Paris? On a dormi à Paris cette première nuit en France parce que nous avons, vers les 23h, dans un café, transi de froid, parce qu'on n'avait pas de veste. Hein, et il était quel mois? On était en septembre. Donc il faisait froid, assez froid. Oui. Nous avons rencontré un Guadeloupéen, ouvrier, qui nous a dit qu'il allait nous aider à trouver un hôtel. Il a fait une dizaine d'hôtels avec nous, sans pouvoir nous trouver une chambre. Parce que les hôtels étaient pleins, certains ne voulaient pas nous voir. Et de Guerlas, il nous a dit, je ne peux pas vous laisser sur le chaud-froid à Paris à 1h du matin, 1h30. Il a marché avec nous tout ce temps. Et il nous a invités chez lui, dans une chambre de bonne, au 7e étage. Il nous a fait dormir dans un petit triangle dans lequel il logeait pour cette première nuit d'hôtel. Nuit à Paris, voilà. C'était dans quel arrondissement? Écoutez, je ne me souviens même pas de l'arrondissement, parce qu'on ne connaissait absolument pas Paris à l'époque. Mais c'était dans le nord, quoi. Je sais que c'était au-delà de la gare du Nord, parce que
On était monté Gare du Nord et on avait marché dans le quartier. C'était au-delà, vers... Barbès, vers le 18e. plus haut, probablement plus haut. Disons entre Barbès et le boulevard périphérique, quoi, quand vous marchez dans ce sens-là. Quoi. D'accord. Donc vous avez rencontré des racistes. Et puis oui, et puis pas seulement là, mais ça c'était, je vous dis, c'est le premier choc, quoi, hein, franchement. Vous avez parce rencontré que vous le des sentez. racistes en France. Ah ben oui, parce qu'à l'époque, j'avais un prof de géographie, quoi, en première année, dans le premier trimestre. Et les étudiants devaient travailler en groupe et exposer, faire un exposé. Moi, je me souviens que mon premier exposé, c'était avec une jeune Française qui était brillante, avec laquelle j'avais travaillé. Et bon, c'était sur la Touraine, enfin, j'avais travaillé sur je sais pas quoi, un des massifs des Alpes. Il fallait travailler sur l'économie de cette zone géographique-là. Moi elle a fait sa partie, moi j'ai exposé ma partie. C'est vraiment, il y a tout un protocole à Sciences Po pour les plans, etc. Et quand lui, le prof, il a pris la parole, je me souviens, il m'a dit je vais pas dire que, hein, mais heureusement que vous avez travaillé avec Madame Untel, quoi. Et puis la prochaine fois, j'aimerais bien comprendre ce que vous dites, quoi, parce que votre accent là, je comprends pas trop, quoi. Hein. Il faudrait quand même faire un effort d'élocution, de prononciation, etc. Enfin, vraiment avec une violence inimaginable, quoi. Enfin bon, c'était ma deuxième. Ok. Bon, donc vous avez rencontré des raconter... racistes. Est-ce que néanmoins la France est raciste? Je ne peux pas avoir cette approche-là, déjà. Parce que ça voudrait dire qu'il y a une entité France. Vous voyez, une entité France qui pense de la même manière, etc. Donc je pense qu'en France, moi j'ai connu des gens en France qui ont été des résistants, dont les parents étaient des résistants contre la guerre d'Algérie. Je connais des porteurs de valises qui ont mis leur vie en danger pour constituer des vrais faux billets pour aider les révolutionnaires du FLN algérien. Je les ai connus. Mais ils étaient 100 fois peut-être plus engagés et plus antiracistes que beaucoup de Martiniquais. Donc je ne peux pas dire. J'ai connu tellement dans ces mouvements de lutte anticoloniale, de soutien à la guerre du Vietnam, etc. Mais j'ai vu d'innombrables militants, quand je dis innombrables, ce n'est pas une ou deux personnes, des centaines, des milliers de gens à s'affronter aux fascistes. J'allais dans une manifestation en Italie, à Milan, je ne me rappelle plus dans quelle année c'était exactement, dans un stade, mais ces centaines de jeunes de Grenoble et de la région qui avaient pris le gard toute la nuit pour venir en soutien aux Vietnamiens dans ce stade, dans cette manifestation à Milan et qui avait fini par un stade, le stade s'est fait agresser à coups de bâton par des militants fascistes italiens. Je ne sais pas à quoi on a dû notre vie. On a eu notre salut, mais par chance, quoi. Bon, eh bien, ces gens-là, ils se sont fait massacrer à coups de bâton, ils se sont battus physiquement en soutien à une révolution anticolonialiste. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut arrêter. Il y a beaucoup, et on connaît toute l'histoire de l'extrême droite, on connaît toute l'histoire de la collaboration, toute l'histoire de la rafle du Veldiv, tous les racistes et les fascistes en France qui sont hyper nombreux et qui ont, hélas, à nouveau, à mon avis, pignon sur rue et puis qui ont une espèce d'ascension ces jours-ci, voir ce qui s'est passé à Lyon dernièrement. Mais il y a autant de l'autre côté de gens qui sont des gens très éduqués, très antiracistes, très démocrates. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'une majorité de Français, une grande majorité de Français, peut, nonobstant notre couleur, nous considérer comme des Français? Ah oui. À part entière. Ben oui. Moi, je vais vous dire d'ailleurs, il y a beaucoup de gens ici, y compris de militants, dans le milieu militant justement indépendantiste, qui se sont formatés un schéma où le colonialisme, c'est la matraque, c'est la violence type Algérie à l'époque, quoi. Voire avec le statut de l'indigénat, etc. Bon.
Moi, je pense que le colonialisme et l'impérialisme est plus intelligent que ça. Aujourd'hui, si on prend, pour prendre une image, il y a moins de loups que de renards. Quand vous prenez un fusil pour chasser le loup dans une forêt alors qu'il n'y a plus de loups, mais il n'y a que des renards dans la forêt, vous revenez bredouille et vous êtes foutu, quoi. Moi, je pense que la victoire de ce point de vue-là, de l'assimilation, d'ailleurs j'en avais discuté un peu avec Édouard de Lépine, même à distance, parce que Édouard de Lépine disait, mais ils ont gagné depuis que Mitterrand est passé. Parce que quand vous avez l'allocation chômage, qui n'existait pas avant, dans les générations qui nous ont précédés, qui a été donnée, quand vous avez le RMI et RSA aujourd'hui, qui vous est donné, quand vous avez la puissance de la CAF, qui est là au point que certains Martiniquais ou certains Guyanais, je ne sais pas, disent ils n'ont pas payé moins, enfin, moi quand ils touchent les salaires, moi, etc., au point que j'ai travaillé en Guyane, des Amérindiens qui sont à 3 jours de pirogue, prennent la pirogue pour monter à Saint-Laurent-du-Maroni, chercher leur allocation, bouffent 90% de l'allocation en alcool pendant le week-end, et puis redescendent avec des objets qu'ils ont achetés à droite à gauche et tout, c'est une espèce de petite catastrophe, une grande catastrophe cette affaire-là, je dis petite. Mais je veux dire, pourquoi je dis qu'on n'a pas affaire au même... si on reproduit un schéma et qu'on a des schémas tout faits en tête du colonialisme, c'est ça, etc., on se gourre même et dans la méthode de travail. J'ai discuté avec... J'ai eu la chance donc, d'être directeur général de l'ARS et nous étions 22 directeurs généraux, donc c'est des corps comme les corps préfectoraux en France, avec tous les pontes de l'administration française, selon les sujets, quoi. C'était Bercy, c'était la défense, mais toujours la santé aussi, etc. Bon. J'ai discuté avec vraiment des démocrates. En plus, c'était sous un gouvernement socialiste français, à ce moment-là. Vous savez ce qu'ils me disaient ? Et pas un seulement, beaucoup d'entre eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi il y avait encore un ministère des DOM, de l'outre-mer. Donc leur perception, c'est plus, vous n'êtes plus une colonie, vous êtes un département comme les autres. C'est une injustice que l'on vous fait lorsqu'on vous met un ministère des DOM qui va piloter la relation, le relationnel. Vous devriez être en connexion avec chacun des ministères, etc. Donc c'est vous dire, nous ne sommes plus du tout à la même époque. Ok. Donc vous avez été, à un moment de votre vie, un indépendantiste. Oui. Et maintenant, vous avez vu comment le monde a évolué, comment les choses se font. Est-ce que vous pensez que la Martinique, aujourd'hui, a intérêt à être indépendante ? Je pense qu'elle a intérêt... Alors, la Martinique a intérêt, selon moi, à trouver le chemin de son développement dans tous les domaines et de son émancipation dans tous les domaines, économique, social, politique, culturel, dans tous les domaines. Je pense que le chemin et la méthode, c'est ma conviction après des décennies de militantisme et d'engagement, comment vous dire, le chemin se fait selon les capacités de chaque population. Vous voyez ? Et donc selon la conscience, le degré de conscience de cette population. C'est-à-dire que nous avons un formatage de la société martiniquaise qui est issu de la colonisation, avec une économie complètement désarticulée, qui n'a pas été pensée pour le développement de l'île, de la Martinique. Donc nous sommes dépendants avec des grandes cultures que vous connaissez, la banane, la canne, le rhum, avec le commerce qui rapporte d'ailleurs, qui permet de financer les collectivités. Nous avons une économie complètement satellisée par rapport au centre que serait la métropole et les pays occidentaux. Et donc soit nous sommes avalés par ce système encore pendant très longtemps et nous disparaissons en tant que peuple, parce qu'il ne faut pas croire, c'est ce qui risque de se passer, avec les mélanges de population, avec les processus économiques mondialisés, soit cela est chaotique et invivable,
que nous connaissons de façon récurrente, de façon périodique, on va dire, avec des crises 2009, 2024, etc. Et nous devons changer cette organisation-là, travailler pour cela, mais est-ce qu'il y a une majorité de la population qui est pour faire ce type de changement et avancer, je veux dire. S'il y a une volonté unitaire de modifier les choses au fond, peut-être que la conscience populaire va avancer dans le sens d'un élargissement des pouvoirs, de plus de pouvoirs localisés, de plus d'autonomie, de plus un chemin différent qui nous permet d'être, je ne vais pas dire autonome, aucun pays n'est autonome, mais d'avoir plus d'autonomie alimentaire, d'avoir plus de développement dans tous les secteurs, etc. Et on verra. Et mon point de vue, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle qui s'oppose à l'intérêt de la population martiniquaise, il faut le dépasser. Il faut le vaincre, cet obstacle-là. Et si nous le faisons, peut-être qu'il y aura non pas une population, mais un peuple martiniquais conscient d'être peuple martiniquais et qui voudra aller ailleurs. Alors ça ne veut pas dire, parce que là aussi, selon moi, qu'il faut revenir à des schémas qui sont pas les seuls, quoi. Demain, la Martinique peut être autonome, avec tout un panorama de compétences possibles, quoi, plus ou moins larges. Demain, la Martinique peut arriver à être indépendante, comme État indépendant, associé à la France et associé à l'Europe. Vous voyez ? Ou demain, si un courant pense que... et puis il devient majoritaire. On a vu ce que ça a donné avec tous les derniers mouvements et tout. La Martinique peut être indépendante totalement. Bon, je veux dire, mais dans le monde actuel, je veux dire, je connais beaucoup de pays indépendants. L'indépendance ne veut pas dire le progrès social, c'est ce que je veux dire. Ah, et l'indépendance... Jusqu'à maintenant, vous n'aviez pas dit ça. Et l'indépendance en tant que telle ne veut pas dire le progrès social. Sinon, tous les pays africains ou caribéens seraient nettement plus avancés que nous à tout point de vue. Ou plus avancés qu'ils ne le sont. Voilà, en tout cas plus avancés qu'ils ne le sont. Donc, j'invite d'ailleurs les militants à lire beaucoup d'écrivains et de... Même contre les caricatures qui sont faites des pensées de Fanon, par exemple, à relire un peu Fanon, parce que alors qu'il n'a pas pris vraiment ses distances avec les dirigeants du FLN, mais enfin, il avait quand même des écrits qui étaient clairs, et même Césaire, quand vous lisez Toussaint l'ouverture de Césaire, vous voyez que ce qui est écrit sur les risques de néocolonialisme, de perversion des systèmes après l'indépendance, c'est vraiment très clair, quoi. Donc je veux dire, nous devons avoir la hantise des potentats et la hantise des régimes autoritaires néocoloniaux. Il y a trop d'expérience sur ça pour penser que l'indépendance en soi et en tant que telle garantit le bonheur au peuple. C'est parfois souvent le contraire. Ce qui ne veut pas dire dans ma tête qu'il faut être anti-indépendantiste. Au contraire. Mais les deux sont associés. La lutte d'émancipation de la population et la lutte sociale pour les libertés, garantir les libertés, toujours les libertés, liberté de la presse, liberté de pensée, liberté d'organisation, voilà. Tout ça doit être associé. D'accord. Donc, vous citez Fanon, vous parlez de Fanon, qui dit que dans une relative opacité, chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Monsieur Ursulé, je vous accuse de n'avoir pas su découvrir votre mission. Je pense que je l'ai découverte et chacun doit assumer les choses
selon ses capacités, justement, en fonction de ses Vous capacités. vous êtes le top de la Martinique. Hein. Vous avez fait Sciences Po, vous avez vécu longtemps dans le pays développé, vous avez été directeur Alors, il y a général deux de choses. l'ARS. Vous Il y a êtes de deux haut choses. niveau, je veux dire. Il y a deux choses, Oulala Ouché, il y a deux choses. Il y a à la fois la dimension personnelle et la dimension collective. Il ne faut pas confondre. Chaque génération est libre, pas chaque individu. Ouais, là, vous jouez sur les mots. Ah non, Mais c'est non, pas c'est- grave, c'est pas grave. conceptuellement, vous c'est très faites partie important. d'une génération. Oui, oui, ben voilà. justement. Ah ben oui, je suis d'accord avec vous. Notre génération, Oui. comme celle d'avant, n'a pas su, à mon avis, faire ce qu'il fallait, le chemin, ou trouver le chemin qu'il fallait pour faire la Martinique avancer autant qu'il eût été possible de le faire. Mais je n'accuse même pas notre génération en disant ça. Je fais un constat. Pourquoi ? Parce que Fanon non plus ne l'a pas fait. Je veux dire. Oui, il a choisi un combat particulier quand même. Parce que le sien ici était extrêmement difficile. Rien ne l'obligeait à rester là-bas Algérie. et à partir. Parce qu'il est revenu plusieurs fois, il aurait pu rester, et puis machin. Donc c'est pas une accusation, c'est juste une petite remarque. Je veux dire simplement... C'est une remarque importante. Hein. Mais c'est une remarque importante, mais je veux dire, c'est pas une critique de Fanon. Je veux dire, Pourquoi parce qu'il était pourquoi vous dites que c'est engagé. pas une critique. Il était engagé dans un mouvement. Oui. Moi, je le comprends. J'aurais peut-être agi de la même manière. Il était engagé dans un mouvement. À ce moment-là, la Martinique n'était pas prête, je veux dire. Il n'y avait pas le même type de mobilisation ici et tout. Il était engagé dans ce processus. En plus, il était psychiatre. C'était très important pour lui, la psychiatrie. Comme il l'a développé, comme il l'a fait avancer s'agissant du colonisé. Il avait besoin d'expérimenter la chose, en fait, de travailler concrètement pour mettre ses actes en fonction de ses idées. Et donc, il l'a fait. Bon, je ne lui reproche pas ça. Mais il a vu tout de suite que notre réalité n'est pas celle des pays africains ou d'ailleurs, ou du Vietnam, ou des Vietnamiens. Nous ne sommes pas, nous sommes, comme disait Glissant, nés du chaos. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas comme les États plus ou moins formalisés, mais les populations, disons, d'Afrique et du Vietnam, avec une culture millénaire derrière nous, avec des territoires importants. J'aime à vous l'entendre dire. Oui, Ces pays-là ont été colonisés absolument. parce qu'ils existaient. Absolument. Vous venez de dire de façon millénaire. Parfois. Absolument, parfois. Nous, oui. nous n'existions pas. Nous n'existions pas. Et donc, Nous on sommes- peut dire que nous n'avons jamais été colonisés. Est-ce que vous allez jusqu'à dire ça? Je ne vais pas dire ça, je vais dire vous que, voyez puisque nous avons été créés dans le moule colonial. Dans le moule colonial, c'est-à-dire que, bon, la traite, le besoin de plantation, le besoin de... Vous voyez, nous avons été créés dans ce moule-là. Mais c'est ça qui en fait la particularité. Oui. C'est ça qui en fait. Et là, je suis... La colonisation, c'est quand même bien après. Hein, Ah oui, quand mais même. je suis à fond d'accord avec les écrits notamment de Glissant et les réflexions même de Césaire sur ça. Je crois que ils prennent possession de terres. Ces terres ne sont pas vierges, il ne faut pas oublier. Cette colonisation de la terre éradique ceux qui sont là. Mais Pas les pourquoi oublier. vous parlez de colonisation? Les Amérindiens. Non, ils ont conquis cette terre. Bien Et sûr. ils ont exterminé des Ah, propriétaires de cette ce ne terre. sont pas des colons. Non, Ce sont des quoi? ce sont des conquérants. Ce sont des conquistadors. Oui, ce sont des conquérants, oui. conquistadors, mais c'est complètement différent. Oui, mais ils n'ont pas à ce moment-là créé encore les plantations, le régime des plantations, Non, le mais- régime colonial en tant que tel. Non, mais ce qu'ils ont fait, c'est un truc qui était complètement courant. À l'époque, les droits de l'homme n'existaient pas, et il n'y avait pas beaucoup de notaires. Et donc, Non, ça c'est clair. j'avais besoin Ça, de- c'est clair, ça, c'est j'avais clair. besoin d'une terre, je fais la guerre, et je prends la terre, et puis voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais C'était l'époque. On ne peut pas juger cette époque-là avec nos yeux non, avec d'aujourd'hui. bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont eu raison de le faire, quand même. Mais c'est pas question de raison, de tort, le monde est Non. comme ça. C'était Oui, la mais loi du l'humain- plus fort. L'humain, il a toujours existé. Oui, il y a mais- toujours eu, en même temps, parce que rappelez-vous de la Grèce antique et tout ça, les mouvements anti-esclavagistes dans la Grèce antique, ou dans la Rome antique, il y a toujours eu de la résistance, je veux dire. Oui. L'homme n'était pas entier, alors que, et vous avez raison sur un point, d'accord, c'est que même dans l'histoire des idées, les idées, si vous voulez, de l'époque d'Aristote et tout ça, concevaient le monde comme étant une chose, au même titre que le mouvement des astres
prédéterminés, régulés, etc., et que chacun avait sa place, et qu'il n'y avait pas à bouger de place entre le maître, l'esclave et les ceci et cela. Voilà. Donc ça, je comprends qu'il y ait eu un monde qui permettait facilement d'être un assassin. Mais on était quand même un assassin lorsqu'on assassinait, pour prendre la terre, des Africains ou des Amérindiens ou les 1000 nations indiennes qui ont été massacrées par les Européens lorsqu'ils sont arrivés aux États-Unis, enfin, ce qui a donné naissance aux États-Unis après, c'était pour autant des assassins. C'est pas moins des assassins. Non, mais le monde lui-même était assassin. C'est un monde d'assassins. Mais bien sûr que le monde, c'est un monde d'assassins. Oui. Les Anglais se sont battus avec les Français pendant 100 ans. Oui, mais Ils je suis ont d'accord. voulu les Jeanne d'Arc. Enfin, c'était un monde extrêmement violent, quoi. Oui, mais ça pas... n'empêche. Regardez comment c'est pas si facile que ça, que de faire progresser les idées. Lorsque un type comme Montaigne a pris position pour le sauvage, hein, des siècles après, même au moment des Lumières, tous les philosophes, donc Montesquieu, Voltaire, sauf Diderot, étaient des Victor Hugo, etc. Et après Shelley, étaient au départ, parce qu'ils ont certains ont évolué, étaient des fiefés esclavagistes et racistes. Et suprémacistes surtout. C'est-à-dire pensant que la culture était blanche, que l'homme blanc était supérieur et qu'il y avait une hiérarchie des races, qu'il existait des races et il y avait une hiérarchie des races. Sauf Diderot, qui a toujours pris position, en disant s'il faut résister, je vais quitter la France, etc., je vais m'isoler, enfin, qui avait vraiment une conscience de la bataille à mener contre l'ordre établi et contre le roi, et puis qui a fait des écrits qu'il faut connaître, quoi, qui demandait même aux futurs colonisés, justement, Kanaks ou d'Afrique du Sud, quittez le bord de vos territoires, réfugiez-vous, parce que ces gens-là arrivent, vous n'avez pas une idée des massacres qu'ils feront, de ceux qu'ils feront subir. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pourquoi Montaigne, plusieurs siècles avant, avait la capacité de comprendre que ce qui se passait était un crime, et plusieurs siècles après, au siècle des Lumières, vous permettez d'être encore sur des positions esclavagistes, colonialistes, racistes et suprémacistes. Ça n'a rien d'extraordinaire, c'est que l'humanité n'avance pas au même pas dans la souhait de chacun. Mais à un moment de l'histoire de l'humanité, c'est la France qui a fait ça, la déclaration des droits de l'homme au moment de la Révolution française. C'est à partir de là qu'on peut penser que les Français, s'ils avaient continué, ont fait des crimes. Mais auparavant, on ne peut pas dire qu'ils ont fait des crimes, alors qu'en droit, il n'y a pas de crime. Ah non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Un crime, c'est un crime. Il n'est pas condamnable. Qu'il y ait des droits, ça c'est autre chose. Qu'il y ait les lois qui codifient les choses. Mais il y avait toujours des lois. C'est le roi qui décidait. Oui, mais le roi décidait. Mais justement. Il y avait des constitutions, il y avait entre guillemets des espèces de chartes. Il y avait des chartes qui ont été quand même connues dans des royaumes africains ou ailleurs, qui protégeaient les individus du village, qui permettaient pas les crimes, qui permettaient pas le vol, qui permettaient pas un certain nombre de choses. Le roi faisait ce qu'il voulait. Le roi faisait ce qu'il voulait. Oui, c'est la grande différence. Partout. Bien sûr, c'est la grande différence entre l'ancien régime, on va dire, et l'aristocratie, et puis la Révolution française, bien sûr. D'accord. Ce que souvent, excuse-moi, mais ce que souvent les prétendus militants révolutionnaires ou intellectuels actuels, y compris ici, ne prennent pas assez en compte. Zappent l'époque de la Révolution française, sans se rendre compte de ce que ça a été comme la Révolution française, la première constitution américaine, ce que ça a été comme étant une vraie révolution intellectuelle dans le monde, créant des droits de l'homme, je te rejoins là, créant des droits de l'homme, concevant évidemment des choses imparfaites, mais un mouvement, une organisation
de régime politique avec l'indépendance d'un certain nombre de contre-pouvoirs, quoi, je veux dire. Ils ne prennent pas ça assez en compte et confondent tous les régimes occidentaux, quels qu'ils soient, quoi. Confondent entre autoritarisme poutinien, par exemple, et puis république démocratique libérale européenne. Qu'est-ce que ça veut dire, poutinien? Poutine. Oui, quoi? Qu'est-ce que vous avez contre Poutine? Non, j'ai dit, on confond ce qu'est une pour moi, un régime autoritaire, dictatorial. Et pour vous, c'est Poutine? Poutine, c'est l'un de ces types de régimes-là. D'accord. Absolument. Lorsque vous êtes en Russie, je ne sais pas si vous avez la liberté d'expression de la presse, quand une journaliste se fait tirer dans le dos à quelques centaines de mètres du Kremlin. Quand vous êtes le principal opposant, que vous êtes empoisonné une première fois, que vous êtes sauvé par le système de santé hospitalier allemand et que vous retournez dans votre pays pensant que vous pourrez vous exprimer et que vous êtes le premier opposant à Poutine et que vous êtes emprisonné en sortant de l'avion et que non seulement vous êtes emprisonné, mais que vous êtes empoisonné dans la prison et que vous mourrez, lorsqu'on décide que si jamais vous prenez la parole contre une guerre qui n'a pas le nom officiel, mais que si vous vous opposez à cette guerre-là, vous prenez 15 ans de prison, c'est ça le régime, et qu'effectivement on vous met en prison pour 15 ans, parce qu'il y en a des centaines qui sont en prison, je ne pense pas que ce soit un régime démocratique. Ceci dit, si votre pays est en guerre et que vous prenez parti contre l'État, contre votre pays, vous risquez votre vie dans n'importe quel pays du monde. Oui. Mais les exemples que vous avez pris là, parlons de Poutine, c'est depuis la guerre d'Ukraine. Avant la guerre d'Ukraine, on n'entendait pas parler de tout ça. Non, on n'entendait pas parler de Poutine. Poutine, c'est pas seulement depuis la guerre d'Ukraine, parce qu'avant la guerre d'Ukraine, il y a eu la Géorgie, il y a eu la Tchétchénie, il y a eu l'assassinat de la journaliste dont je vous ai parlé, il y a eu d'innombrables cas, il y a eu la Syrie, avec les bombardements et le travail, la main dans la main entre Poutine et le sanguinaire qui était là, les bombes au phosphore lâchées sur la population, l'empoisonnement chimique. Alors que... C'était la Russie ou l'Union soviétique? Pardon? C'était la Russie ou l'Union soviétique? La Russie. Déjà la Russie. C'était la Russie, bien sûr. C'était la Russie. Ah oui, c'était la Russie. Non, c'était Poutine. Et puis Poutine est là depuis 25 ans. Oui. Je ne sais pas si on est dans un régime démocratique. Moi, quand on... pas... Bien. Pourquoi vous voulez absolument parler faire en sorte qu'il y ait une manière d'économie martiniquaise, c'est-à-dire avec un PIB, avec des exportations, des importations, etc. Vous n'avez pas ce même langage-là pour l'Auvergne et pour le Limousin, ou bien pour la Haute-Garonne, ou je ne sais pas quoi. Pourquoi vous l'avez pour la Martinique? Moi, je ne m'occupe pas du Limousin, je m'occupe de la Martinique. Vous avez bien tort, vous êtes français. Ah ben oui. Vous êtes français. Oui, j'ai une carte d'identité, mais moi, mon espace géographique, mon entour, comme disait Glissant, mon environnement, c'est la Martinique et c'est la Caraïbe. Donc, moi, je m'occupe de l'intérêt de la population martiniquaise associée à ses frères guadeloupéens, à ses autres frères de la Caraïbe et tout ça. Et je me dis, mais ma vocation, c'est pas simplement de faire ce qui intéresse l'Europe occidentale et qui me voit comme soit un terrain de vacances qui doit être formaté pour les touristes, ou l'autre alternative, un producteur de bananes, parce que c'est le fruit préféré des Français, de cannes pour faire du rhum, et puis c'est tout, quoi. Et d'avocats de melon pour les contre-saisons. Non. Est-ce que c'est ça qui va peut-être nous nourrir ou nous permettre d'avoir suffisamment de moyens d'échange, quoi, pour obtenir ce dont la population a besoin? Je pense que non. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce problème-là ne se pose en aucune façon dans aucune autre région de France. Pourquoi vous la posez en Martinique? Donc, quand vous parlez de nos frères de la Caraïbe, là, vous avez des voisins là où vous habitez? Bien sûr. Ce sont vos meilleurs amis, parce qu'ils sont vos voisins? Oui. Non, c'est pas vrai. Oui. Ce n'est pas vrai. Là, vous voulez faire un mensonge. Alors, moi, je vais vous dire. Je vous dis. J'habite un immeuble dans laquelle... Attendez, vos amis... C'est pas obligatoire, vous avez raison. C'est pas obligatoire.
c'est pas... On doit être bien avec ses voisins, tant mieux. Mais ce n'est pas parce que ce sont vos voisins qu'ils vont être vos meilleurs amis. Bien sûr. Et pourquoi vous avez ce raisonnement-là pour la Martinique? Non, je ne vous parle pas de mes meilleurs amis. Comme l'Euro. Vous avez dit les frères, nos frères. Oui, parce que nous sommes de la même région. Nous sommes de la même région. Et nous venons du même endroit. Nous venons du même endroit, d'Afrique. Ça va pas, non? Pour la plupart. Mais non, mais regardez-vous, monsieur Ossuli. Vous avez un miroir? Je n'ai pas Est-ce que vous avez un miroir? Je ne vous ai pas dit... vous revenez autant de l'Europe que de l'Afrique. Bien sûr, mais je n'ai pas nié ça. Pourquoi vous privilégiez l'Afrique? Je dis, mais non, mais nous venons du même endroit, nous avons en gros la même histoire de la colonisation, du peuplement de ces pays-là, etc. C'est pour ça que je parle de ça. Oui. Mais moi, je vous ai dit que moi, je suis contre la négropho, enfin le mouvement noiriste. Je suis contre cela. Je suis pour vraiment un mouvement, enfin pour une philosophie antiraciale qui ne connaît pas les races. C'est le bœuf à bas pour moi. Alors, je dis ça parce que pourquoi faudrait-il qu'une population soit entièrement dépendante de l'extérieur pour son alimentation, à 80%? Est-ce que vous pensez que c'est normal? C'est le cas de tas de pays. Il y a tas de pays. Mais écoutez, il y a... Non. Attendez, la France est dépendante n'est pas... Oui, elle est interdépendante. Elle est interdépendante. Elle est interdépendante, elle n'est pas dépendante. Comment s'appelle ce pays-là où il n'y a pas de terre, il n'y a rien du tout, il n'y a que des immeubles dans le Pacifique? Non, donc il y a un tas de pays qui ne sont pas les Allemands. Personne n'est autosuffisant. Personne n'est autosuffisant, mais ils sont interdépendants. Tous les pays sont interdépendants. Oui. Mais nous ne sommes pas interdépendants. Nous n'avons pas un système qui nous permet, même si nous le voulons pour le moment, de créer un élevage, de créer une diversification agricole pour au moins nourrir la moitié de la population martiniquaise. Quoi faire? Ça n'a pas d'intérêt, je veux dire. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, vous pensez qu'il vaut mieux pour la Martinique importer avec l'organisation actuelle du commerce qui fait que ces gens qui importent et qui vivent de l'importation démultiplient les strates de commercialisation pour que les produits arrivent ici en mangeant à chacune des étapes en faisant le maximum de profit à chacune des étapes. Ce qui fait qu'en comparaison à ce qui se fait là-bas, lorsque vous avez un produit qui est créé et qui est distribué, il a subi 3 ou 4 étapes. Lorsqu'il l'a fait ici, lorsqu'il arrive ici, il y a 13 étapes, quoi. Et donc, le coût de la vie est tellement cher ici que c'est un moyen de ponction des revenus au profit d'une couche sociale ou de firmes multinationales qui ne sont que les seuls bénéficiaires. Ce n'est pas l'intérêt de la population. Et moi, je défends l'intérêt de la population. Vous avez... Là, je vous regardais et je vous imaginais à 18 ans. C'est bien, je n'ai pas vieilli de ce point de vue-là. J'ai gardé l'essentiel de mes idées. Non, on n'a pas gardé l'essentiel. Liberté, mais bien sûr. Égalité, fraternité. Je suis contre ça. Ah bon? Je suis contre ça. Je vous écoute. Je suis contre ça. Ma devise, ça n'est pas ça. Ma devise, en critiquant liberté, cette devise. Vous ne pouvez même pas la dire tellement vous ne l'aimez pas. Non, parce qu'en même temps, je pense à séquencer la mienne. C'est la liberté dans tous les domaines, la presse, économie, liberté de penser. C'est la justice. La justice. Entre les populations, entre les personnes, entre les couches sociales. La justice. C'est la solidarité, pas la fraternité abstraite, c'est la solidarité concrètement. Ça. Et c'est la dernière valeur pour moi, c'est la vérité. Il n'y a pas de vérité alternative, il n'y a pas de vérité... c'est la vérité concrète. Ne mentez pas sur les faits. Les faits sont là, regardez-les, dites-les. Et puis après on interprète, on fait ce qu'on veut, mais les faits sont là. D'accord? Liberté, justice, solidarité, vérité. Quand vous prenez la devise, liberté, égalité, fraternité, c'est la liberté de ceux qui sont puissants, quoi. Même au niveau de la justice. Vous avez fait tout ce que Sarkozy a fait, ils sont condamnés.
Aujourd'hui, et encore aujourd'hui, il y a quand même une indépendance plus ou moins revendiquée par, en tout cas, une partie de la magistrature qui fait que certains arrivent à être condamnés. Mais il n'y a quand même pas... franchement, quand vous constatez que il y a 154 milliardaires qui ne vont même pas payer 2% d'impôts de plus, que même un ancien ministre de Bercy vous dise qu'il ne paye pas d'impôts sur le revenu et qu'on constate que c'est vrai qu'il paye pas, vous avez... C'est la liberté de ceux qui ont le pouvoir et qui font ce qu'ils veulent. Enfin, c'est ce que vous dites. Bon, en tout cas, c'est la devise de la République. Hein. Oui. Après, on met ce qu'on veut dedans, mais le mot liberté n'est pas être content. L'égalité, c'est encore pire. Alors, j'aime pas le mot justice, que vous avez mis au milieu là, parce que ça sonne pas bien. Liberté, justice. Alors moi, je vous propose équité. Ça vous va? Oui, c'est à peu près... Oui, bon, c'est ça. Liberté, équité. En Martinique, il faudrait dire intégrité aussi. Bon, alors, liberté, équité, intégrité. Ça, vous attaquez les Martiniquais, là. Bon. Et donc, en tant que région de France, vous pouvez réclamer l'équité. Oui. Et l'équité, c'est faire que le kilo de pommes qui coûte 2 € en France doit également coûter 2 € en Martinique. Ça, c'est la responsabilité de l'État au nom de l'équité. Et tout ce que vous venez de dire là concernant... Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Mais vous ne pouvez pas le faire d'accord, vous nous expliquez qu'il faut régler... Je dis qu'il faut moins de pommes. Je dis qu'il faut moins de pommes. Bon, il faut plus d'oranges, de mandarines et de mango et de... Okay, donc, mais il faut aussi des pommes. Vous êtes dramatique. Parce mais que il faut aussi des pommes. Nous sommes de la mondialisation. Oui, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aussi des pommes pour prendre l'image. Je suis d'accord pour l'ouverture, le commerce et tout ça. Mais ne me dites pas, le système, je ne vous permets pas de créer des champs avec des mandarines, avec des oranges, avec des fruits destinés à la consommation locale. Et puis, tous les supermarchés sont pleins de pommes, de poires, de trucs pleins de pesticides qui nous empoisonnent parce que c'est la seule vocation que vous avez, consommer ce que vous donne. C'est pas possible. Vous faites des caricatures, c'est fantastique. Vous n'étiez pas trop de l'ARS. Attends, il faut voir la réalité. C'est à ça que ça arrive. Je ne dis pas qu'il y a un mec là-bas qui dit « je vais les empoisonner » comme ça. Le système fait que c'est ça qui se produit aujourd'hui. Attendez, est-ce que les pommes, comme mangent les Français de France, sont aussi empoisonnées que celles que nous mangeons? Ah ben non. Ah, donc il faut exprès de nous empoisonner. Mais laissez-moi vous dire. Mais non, mais pour qu'elles puissent tenir et être exportées, etc. Vous êtes déjà allé sur un marché en France acheter des pommes? Oui. Ah ben mais c'est extraordinaire. Non, mais n'empêche qu'il y a un tas de pommes qui sont exportées dans le monde entier. Oui. On reçoit quand on va sur ces marchés français, justement, on se retrouve de manque d'Israël de partout. Mais vous êtes contre l'exportation. Je ne suis pas contre l'importation des pommes. Je suis pour l'importation des pommes. On dirait pas. Mais je suis pour la production locale avant aussi. Oui, aussi. C'est ça. Mais... Or, elle n'est pas possible dans le système actuel. Si vous, elle est possible, mais de façon anecdotique, quoi. Mais non, mais si vous remplacez... Enfin, et alors, je veux dire, nous fournissons des mandarines... On est content, moi. Alors, vous savez qu'il y a des enfants martiniquais qui ne connaissent pas certains fruits martiniquais, hein, parce qu'ils ont disparu. Hein. Oui, alors? Et vous croyez que c'est une bonne chose? Il y a un tas de choses de votre enfance qui ont disparu. Ah ben bien sûr. Des choses, le monde avance. Enfin. Non, mais je ne blague pas, le monde avance vraiment. Oui, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a plusieurs combats à mener, vous avez mené dans votre jeunesse celui de l'indépendance. Oui. J'imagine qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que peut-être ce n'était pas le bon combat. Est-ce que vous en rendez compte? Pas de la même manière. Pas de la même manière. Ouais, pour moi. Mais quand vous voyez le monde autour de vous, tous ces pays colonisés qui sont devenus indépendants, tous ces pays, tant dans la Caraïbe que dans le monde entier, oui, bien sûr. Est-ce que l'indépendance est la solution à tous les problèmes? Non, c'est pour ça que je vous dis, faut résoudre. Pour moi, en fait, il faut résoudre les problèmes qui se posent. Et ce problème-là se pose. Le problème, je ne dis pas dans l'absolu, il faudrait qu'on soit... Laissez-moi vous dire. Oui. Vous avez mené le combat de l'indépendance. Oui. OK? Vous voyez que ça ne mène pas, ça vous a mené nulle part. Aujourd'hui, le mot indépendance, les Martiniquais, ils n'en ont rien à faire. On ne parle même plus d'indépendance, c'est fini. Donc vous avez perdu ce combat-là. Maintenant, est-ce que notre combat ne pourrait pas être d'être des Français à part entière, d'être des Français comme les autres, où on respecte justement le mot équité? Non, mais ça, c'est l'assimilation à outrance, ça. Comment? Ça, c'est l'assimilation à outrance. Oui, alors je suis en train de vous dire, est-ce que l'assimilation à outrance... Non, c'est pas mon combat. Laissez-moi vous dire, c'est celle qu'a pratiquée vos parents.
celle qu'ont pratiquée Oui, vos bien parents. sûr. Et ça a fait de vous ce que vous êtes. D'accord ? Bon, c'était un combat. À un Et moment ils l'ont donné, mené. ça se comprenait, parce qu'il y avait un tel mépris de la population martiniquaise, que, y compris c'est le combat qu'a choisi Césaire, se battre pour l'égalité et faire que le citoyen martiniquais soit un citoyen égal aux autres, Oui. c'était un combat qui se justifiait. Et ce à combat-là ne moment-là. se justifie plus. Ce combat-là, il est partiellement acquis aujourd'hui. Oui. La citoyenneté française. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il soit perfectionné, qu'il soit complètement acquis ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Continuer le combat de nos ancêtres, ils ont fait l'assimilation, mais... Non, non. Moi, je crois que nous avons une culture martiniquaise et caribéenne, que nous avons une identité. C'est quoi la culture caribéenne ? Nous avons Vous n'avez rien du tout. Nous avons une manière de vivre, nous avons bien sûr, nous avons une manière de vivre, nous avons une musique, nous avons une littérature, nous avons un art culinaire, nous avons une culture relationnelle qui peut justifier que que ce soit reconnu et que nous ayons droit d'exister comme les autres. Excusez-moi. Je ne vous dis pas, Attendez, je vous je ne vous dis pas encore, qu'il faut se séparer des je vous autres. fais de la peine. Oui. Vous entendez mieux, vous êtes plus à l'aise avec un Français de Paris ou d'ailleurs que d'un Haïtien. Ça, c'est ma conviction et vous le savez très bien. C'est pour ça que vous pouvez réciter un tas de poèmes français et pas l'ombre d'un poème Saint-Lucien ou dominicain, etc. Vous êtes français. Point. Alors ça, je vous laisse dire ça, mais je vais vous dire une chose. Vous me laissez dire ça ? Oui. Le Haïtien jamais ne va me mépriser. Oui. Le Français de Paris va me mépriser. C'est pas vrai, vous m'avez dit que non, vous n'avez pas rencontré ça. Laissez-moi vous dire. Ah là là. Lorsqu'il va vous regarder Oui, et qu'il va discuter avec vous, oui, même si, je vous dis, les progressistes oui. actuels français Oui. de la haute administration Oui. ou d'un certain corps intellectuel pensent que vous devez être des Français comme eux et qu'eux-mêmes reconnaissent que vous ne l'êtes pas et que vous devriez vous battre pour ça. Eux-mêmes reconnaissent que vous ne l'êtes pas. Vous devriez vous battre pour ça. Il y a un paternalisme qui est loin d'être éliminé dans le relationnel. Même entre responsables politiques là-bas et responsables politiques ici. Vous croyez que la seule démarche qu'on peut avoir lorsqu'on est à la tête d'une institution municipale ou CTM ou autre, c'est à chaque fois qu'on a un problème qu'on n'arrive pas à régler, d'écrire au ministre pour dire au ministre voilà, j'ai ça, comment je règle le problème, venez le régler avec moi, venez le régler pour moi, etc. Vous voyez que c'est ça notre vocation. Je vous demande, quand le président du conseil régional de l'Auvergne Oui. a un problème, il n'écrit pas au ministre. Pourquoi vous êtes complexé comme ça ? C'est Je extraordinaire. Mais si, je ne fais pas de complexe. Il peut Il écrire y a au des ministre. hiérarchies, quoi. Je veux Il dire. peut écrire au ministre, ils ont le même contexte. Ils ont quelque part le même contexte. Mais Ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ben, on écrit nos problèmes, on écrit, pourquoi on n'écrirait pas ? Non, je vous ai pas dit de ne pas écrire. Je vous ai dit, la seule démarche, est-ce que vous croyez que nous sommes dans l'incapacité de régler le problème si nous ne faisons pas appel au ministre qui doit le régler pour nous, surtout lorsqu'il n'y a pas d'accord entre nous. Ah ben ça, c'est nous. Nous devons avoir Ben, la et capacité, sur certains terrains, Oui. de légiférer, de décider des orientations, de décider, par exemple... Pourquoi ? Oui. Pour permettre un développement à tout point de vue, quand je dis développement, ce n'est pas seulement économique, qui donne confiance à la population, qui soit autocentré parce qu'il le faut pour diversifier l'agriculture, l'élevage et le développement commercial, le développement... Pourquoi on ne peut pas commercer plus avec le Mexique ou plus avec certains pays d'Amérique latine ou avec le Brésil ou avec les États-Unis qu'avec la France et qu'avec l'Europe ? Ben, c'est extrêmement simple. C'est parce que ces pays-là, les pays qui sont autour de nous, ne pourront pas acheter ce que nous allons leur vendre. Parce que nous le leur vendons beaucoup plus cher, puisque nous avons un niveau de vie plus élevé, premièrement. La deuxième chose, c'est que l'Europe ne va Mais pas on peut accepter... acheter chez eux Oui. plutôt que d'acheter là-bas très cher et D'accord. faire venir ici. Notamment les entrants. Non, les vous avez intrants. raison. Notamment Moi- les intrants. Attends, pour moi je suis l'agriculture. européen. Oui. Et je dépense beaucoup d'argent en Martinique. L'Europe aide beaucoup la Martinique. Et vous pensez que l'Europe va accepter que l'argent qu'ils nous donne, c'est pour faire vivre les pays d'Amérique du Eh ben Sud ? voilà. L'Europe, c'est un donnant-donnant. L'Europe ne va pas accepter. Oui,
le gouvernement français ne va pas accepter. Oui. Parce que c'est eux qui décident. Non, c'est eux qui payent. Non, eh ben C'est oui. eux qui distribuent ici. Voilà. Donc, voilà. Ils payent quoi. que vous restiez comme vous êtes et que vous consommiez que là où il faut consommer, pas ailleurs. Oui, mais Mais moi, si je veux développer, si je pense que je peux avoir dans mon plan de développement d'une petite industrie, de mon artisanat ou de mon agriculture, telle production agricole, que je peux avoir intérêt à commercialiser davantage avec le Brésil ou le Mexique, pourquoi on m'interdirait de le faire ? moi, je Puisqu'à l'arrivée, je vais développer une activité économique qui paiera les taxes qu'il faut payer sur place, donc qui va alimenter le système économique et qui va contribuer au développement du pays. Pourquoi je ne peux pas le faire ? Donc vous faites venir des ignames de la Dominique à 1 euro le kilo. Notre igname à nous, il est produit à 2 euros le kilo. C'est ça ? Non. Je ne vous ai pas dit de faire venir forcément des produits, je vous ai dit des intrants, par exemple, en agriculture. Oui. Parce Ben, que c'est pareil. il y a un monopole sur les intrants. Oui. C'est quelques sociétés qui importent les intrants. Oui. Les outils, les machines-outils, Oui. les tracteurs, etc. Oui. Donc ça coûte une fortune alors que je pourrais le payer beaucoup moins cher ailleurs. Oui, mais avec de l'argent qui Avec l'argent que le circuit permet de fabriquer. Nous sommes, vous le savez bien, vous étiez dans la santé, que nous avons un système de santé, justement. Donc vous me tenez, vous me tenez, je suis menotté. Vous me tenez pas, je suis français comme les autres Français, je veux dire, c'est une question de tenir ou de ne pas tenir. Effectivement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que toute cette génération dont vous êtes, et moi aussi, eh bien, je me demande si on ne s'est pas trompé de combat, en étant pour l'indépendance, si aujourd'hui le vrai combat n'est pas d'être des Français vraiment acceptés comme tels par la France et exiger de la France qu'elle nous considère comme des Français comme les autres. Non, mais vous voyez bien que ça ne marche pas. Mais pourquoi vous dites que ça... Vous n'avez jamais... Voyez, regardez, il y a un tiers de la population qui en est en pauvreté. Vous avez un nombre effrayant, effrayant de jeunes qui sont sans emploi, sans diplôme, sans formation, qui sortent de l'école à 16 ans. C'est ça qu'il faut mener. Après combien de siècles et après combien d'années on n'a jamais mené... Quand nos parents ont mené ce combat-là, ils l'ont gagné en 1946. Et puis nous ne l'avons pas mené. Vous ne pouvez pas dire que ça n'a pas marché. Les jeunes là que vous avez, si on leur paye le voyage en France, qu'on leur paye une résidence en France, pour qu'ils fassent des études, pour qu'ils machin, pourquoi on n'obtiendrait pas ça ? Pourquoi on ne se battrait pas pour ça ? Ah mais moi je me bats pour ça. Mais non, vous êtes en train de dire je me bats pour ça. Je ne dis pas qu'il faut rester dans notre petit coin là. Oui. Je ne suis pas isolationniste. Hein. Bon. Donc c'est ça non, le combat. Je ne suis pas isolationniste. Je suis pour l'avancée, pour l'émancipation. Mais vous ne pouvez pas en même temps demander l'autonomie. À chaque fois que j'ai si j'ai une barrière, c'est que vous avez un intérêt à mettre la barrière. Et moi, je veux la faire sauter. Oui. Et si je la fais sauter, ma population prend conscience qu'il nous faut avancer et faire sauter cette barrière-là. Et bien, si vous ne me permettez pas d'avancer jusqu'où je veux, c'est-à-dire avec un pays développé, émancipé, dans le cadre, entre guillemets, qui est émancipé, une population heureuse finalement, oui. Avec les mêmes normes à la limite que j'aurais atteint, hein, oui. d'emploi, etc. et tout ça, oui. Eh bien j'irai ailleurs. Mais... Le système va nous confronter et j'irai ailleurs, et sans complexe. Je vais me battre pour être... Non, quand je dis j'irai ailleurs, je vais changer le cadre de politique. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est pas moi qui aurais au départ dit je veux si. Ma démarche actuelle, c'est ça. C'est pas moi qui, au départ, aurais dit « je vais sortir et puis je fais tout mon... » Non, je me bats pour que nous avancions. Si votre système ne me permet pas d'avancer dans l'intérêt majeur de la population martiniquaise, je vais le changer. Je vais me battre pour le changer avec toute la population à ce moment-là qui aura compris ça. C'est-à-dire... La démarche est différente, hein ? Non, c'est la même. Non, parce que vous recherchez... Ce que je suis en train de vous dire, c'est est-ce que le combat n'est pas de nous faire accepter comme des Français à part entière, avec tous les avantages, et notamment l'équité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la vie soit plus chère, par exemple, qu'il ne faut pas que la vie soit plus chère en Martinique, en Guadeloupe, qu'elle ne l'est dans la France hexagonale. C'est un combat. Moi, je ne suis pas de ce point de vue-là, parce que ça veut dire que le modèle, c'est vraiment la France.
Et à aucun niveau, ça ne peut être ça. Je vais vous prendre l'exemple de la santé, par exemple, qui est un domaine que je connais bien, sans entrer dans trop de détails. Je pense qu'ils ont échoué. Et aujourd'hui, regardez les problèmes qu'il y a dans les hôpitaux. Je pense que s'ils continuent, on sera comme les États-Unis. C'est-à-dire que, l'espérance de vie va régresser comme elle régresse aujourd'hui aux États-Unis. Je pense que de plus en plus, il faudra de la couverture privée, quoi, en gros, et moins en moins de protection sociale, publique. Je pense qu'on va... Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout basé sur le soin. Oui. Tout basé sur le soin. 90% sur le soin. Lorsque j'étais directeur général de l'ARS, le budget de l'AMENAR, du CHU. L'AMENAR, c'est quoi ? Le CHU. Pierre Zobaki, pas l'oublier dire. Pierre Zobaki, mais là, je parle du CHU. Oui. Donc, qui a réuni les trois. Ensemble, quoi, oui. Était de plus de 400 millions, 450 millions. C'est énorme. Bon. La partie éviter d'aller à l'hôpital, oui. Donc prévention, éducation, etc., était d'à peine 10 millions. À peine 10 millions. Oui. Pour toute la partie, pour toutes les associations, pour toutes les luttes contre prévention, cancer, tout. Quand vous regardez ce qui se fait ailleurs, notamment, je ne copie pas du tout le modèle cubain, puisque je suis contre le parti unique, contre je suis pour la liberté en coréen, ça c'est un autre débat. Mais je regarde ce qu'ils ont fait en matière de santé. Concevant qu'il faut, sur le terrain, éduquer la population. Vous voyez ? Il faut sur le terrain des équipes pluridisciplinaires qui travaillent ensemble, qui vont à domicile s'il faut, c'est penser différemment. Moi, je suis pour ça. Non, ce serait bien, donc, parce que si vous meniez le combat pour être des Français à part entière, vous pourriez devenir ministre de la Santé en France. Et ce que vous venez de dire là, vous les poseriez non seulement en Martinique, mais également en France. Je suis sûr qu'en France, c'est pas différent. Ils sont contre la prévention. Enfin, c'est pas qu'ils sont contre, mais ils ne font pas attention à la prévention. Mais le système de santé en Martinique, en France, et donc en Martinique, est quand même extraordinaire, quoi. Je veux dire que les gens peuvent être soignés. Quelqu'un peut avoir maintenant un cancer, on lui développe un cancer. C'est pas le système de santé, Roland. C'est pas le système de santé. Non, c'est le système de protection sociale. Et ça, je vous rejoins. Je dis souvent ça autour de moi, mais vous ne savez pas de quoi vous parlez, quoi. Parce que si tu vas à Miami et que tu vas dans une petite clinique parce que tu es malade, tu vas sortir de là avec une consultation médicale et tu auras payé pour 2-3 heures 1 500 €, comme c'est arrivé. C'est la première chose que vous demandez. Bien sûr. Compte en banque avant la carte vitale qui n'existe pas. Bien sûr. Vous savez, comparer les choses. Lorsqu'il y a eu des malades ici, le système a permis de prendre, pour le Covid, je veux dire, prendre certains malades qui allaient mourir ici et de les transporter en métropole. Le même cas, j'ai en tête une femme qui avait 35 ans, qui avait une petite fille, qui vivait seule aux États-Unis, parce que c'est paru dans la presse, c'est ce que je veux dire, et parce que la maman était morte, était mortifiée, quoi. Et elle est rentrée à l'hôpital se faire soigner parce qu'elle avait le Covid. On lui a demandé sa carte, elle a pu rester que 2 jours, on l'a foutu là au bout des 2 jours, et elle est morte après, quoi. Donc voilà l'image des deux systèmes. Lorsque vous avez... moi, j'ai fait l'étude, parce que j'avais mené le combat, que j'ai perdu d'ailleurs, mais je suis parti trop tôt, pour que tous les malades de la Caraïbe, enfin beaucoup de malades de la Caraïbe, qui ont des assurances privées, qui sont souvent des assurances américaines ou anglaises, vont soit à Miami, enfin dans des villes américaines, soit en Colombie, à Bogota, pour se faire soigner. Bon. Quand vous faites les comparaisons, les mêmes soins hospitaliers, la même opération, qui valait 120 000 $ à Miami ou à Bogota, nous aurait coûté ici, leur aurait coûté à peu près 45 000 € ici. Par l'opération, ça coûte cher, l'hôpital. Même ici, ça coûte très cher. Bon. Vous vous rendez compte que vous avez une garantie avec votre cotisation, que si vous n'avez pas de cotisation parce que vous ne travaillez pas, vous avez la CMU, et que vous ne payez rien à l'hôpital. Ouais. Et ça peut durer longtemps. C'est la protection sociale. C'est terrible, ça. C'est extraordinaire. Et donc, ça, il faut... Et pour ça, il faut... Mais le système de santé lui-même, je parle du système de santé, c'est-à-dire comment la santé est organisée pour qu'elle soit performante et que l'on soit moins malade, on fait tout l'inverse de ce qu'il aurait fallu faire. Honnêtement, on est
performant, avec des coûts considérables. Quand j'ai regardé ces coûts-là parce que je connais quelqu'un qui a ouvert un cabinet, un centre de radiologie et tout ça. Si vous louez un scanner aujourd'hui, les appareils sont tellement performants, vous savez combien ça coûte par mois en leasing pour louer un scanner ? Ça coûte plus de 10 000 euros par mois. Plus de 20 000, pardon, pas 10 000, 20 000 euros par mois pour louer un scanner. Vous vous rendez compte du nombre d'actes qu'il faut pour payer ça ? Donc, ils ont développé ça, ils ont développé un système ultra performant. Puisque aujourd'hui, on vous greffe les reins, on vous greffe. Demain, vous allez. J'ai rencontré un chercheur en France dans un des séminaires avant que je parte. Là, il disait mais l'homme qui va vivre 200 ans est déjà né. Avec les recherches sur les cellules souches, sur toute la performance de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Bon, ils ont fait ça. Ça coûte très cher. Mais à côté, ils suppriment des fonds. Ils réduisent les fonds pour la prise en charge des personnes âgées, des personnes handicapées. La réforme du 5e risque pour la dépendance des personnes, ils n'ont jamais faite. Vous voyez ? Or, la population est vieillissante et c'est un défi social. Ce que je disais tout à l'heure. Mais pourquoi les déchets, l'environnement impactent pour 30% la santé humaine ? Si vous avez une autre gestion des déchets, de l'environnement, que vous protégez. Si vous éduquez la population à faire l'activité physique, à manger différemment, si vous aidez pour qu'elle mange différemment, si vous comprenez, vous l'éduquez à aller chez le médecin 2 fois par an s'il y a tel problème, si vous lui apprenez comment il faut se comporter dans le cas, vous aurez beaucoup moins de gens à l'hôpital. Il y a un renoncement aux soins aujourd'hui. Plus vous avez une société qui est pauvre, plus vous avez du renoncement aux soins. Bon. Alors, c'est paradoxal en Martinique, puisque justement, quand on est un peu dans la classe moyenne et au-dessus, vous payez le tiers payant, etc. Enfin, pas le tiers payant, les forfaits. Quand vous avez la CMU, vous ne payez pas. Rien du tout. Est-ce que vous comprenez ? Donc, normalement, mais ces gens qui sont, disons... Qui pourraient être soignés pour rien. Les plus précaires, culturellement, ils fréquentent moins la santé, ils ont moins recours à la santé. Ils vont moins voir le médecin. Et donc, quand ils vont, c'est trop tard. C'est pas trop tard, mais c'est très tard. Et les maladies sont plus graves. Eh bien, si on éduquait comme il fallait toute cette population, comme j'avais commencé à le faire, en mettant des équipes qui se réunissent sur chaque territoire de santé en Martinique, les 2 Nord, le Sud et le Centre, chaque maladie avec un plan, et puis un travail pluridisciplinaire, collectif qui est fait, on serait... Et nous avons la possibilité ici d'avoir une santé bien mieux organisée que celle de la France et de l'Europe, si nous sommes sérieux et si nous travaillons sérieusement. Est-ce que c'est possible actuellement dans le système actuel ? C'est pas la peine d'être indépendant pour faire ça. Je ne suis pas démagogique. C'est possible de le faire, avec du courage et de la volonté. C'est possible de le faire. Mais il faut. C'est ce que je vous disais. J'ai fait je vous donne ce seul exemple et j'arrête. J'ai conçu ce travail pour faire que les Caribéens, au lieu d'aller là-bas, aux États-Unis et en Colombie, viennent ici. Oui. Mais il aurait fallu préparer, évidemment, des chambres, un système d'accueil, de conciergerie, etc. et tout ça. Avant, j'ai étudié ça avec la ministre de la Santé de Sainte-Lucie, que j'ai rencontrée, avec l'ambassadeur de France, de la zone Caraïbe Sud. J'ai rédigé pendant une journée de négociation un pré-accord avec la ministre de Sainte-Lucie, de l'époque, qui vraiment nous faisait gagner déjà 10 millions que Sainte-Lucie nous devait. Et ensuite, chaque hospitalisation serait prise en charge par le gouvernement, parce qu'il y avait un canal par lequel les gens passeraient. Bon. Et puis elle nous aiderait à faire ces accords avec les assurances privées pour que la Martinique puisse faire venir les gens. Quand j'ai présenté ça à la direction des relations internationales du ministère de la Santé, on m'a dit, mais jamais. Ah bon ? Déjà, à qui vous avez demandé l'autorisation d'aller discuter de ça avec la ministre de Sainte-Lucie ? Je dis, mais je vous ai envoyé l'information. Et j'étais en relation officielle avec le ministère des Affaires étrangères et l'ambassadeur. Et je vous l'envoie, ça n'est pas un accord, c'est un pré-accord. Et je vais vous expliquer. Nous gagnerions et ils gagneront.
Et ils voulaient même qu'on vienne diriger le nouvel hôpital que l'Europe avait financé, qui était resté sans fonctionner depuis 2-3 ans. On dit non, si nous signons ça, c'est la porte ouverte pour que tous les Caribéens viennent en Europe. Jamais. Et je n'ai pas eu le temps de poursuivre la négociation, enfin le travail, la polémique, quoi. Puisque je suis parti et que mes successeurs ont mis ça au panier, à la poubelle. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas si facile. Non, c'est pas facile. Qu'est-ce qui vous a succédé à la tête de l'ARS? Un type qui était l'ancien directeur général du CHU de Pointe-à-Pitre. Un Antillais? Non, un métropolitain. Il n'y a que des métropolitains qui vont succéder. Jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas les gens capables ou bien? Il y a des gens capables, parce que les directeurs de l'ARS ont été recrutés parmi... c'était pas que des gens de la santé, je veux dire. Il y avait des gens qui venaient de la haute fonction publique, quoi. Ah, d'accord. Il fallait avoir 10 ans de responsabilité, soit régionale ou départementale, d'une administration de l'État. Ou bien d'une très grosse boîte privée, clinique, des grandes cliniques, des choses comme de ce genre, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez dire avant que nous terminions cette émission? Je souhaite dire que la Martinique vient de connaître des élections, que lorsqu'on regarde ces élections, il y a une volonté de changement qui s'exprime, mais avec un taux d'abstention qui ne cesse d'augmenter, le taux d'abstention, donc une participation qui ne cesse de baisser. Et ça devient très inquiétant. Je pense que si ce taux de participation baisse, ce qui met en danger l'idée même de fonctionnement démocratique en Martinique, c'est parce que soit il y a un manque d'engagement, je parle en général, je ne veux pas entrer dans des histoires personnelles ou de partis particuliers, un manque d'engagement avec une volonté d'être présent sur le terrain tout le temps et pas seulement au moment des élections, qu'il manque des projets répondant aux préoccupations de la population qui connaissent des problèmes que l'on sait, des problèmes de logement, des problèmes de l'eau, des problèmes de la sécurité, des problèmes du transport, des problèmes du coût de l'énergie, etc., de la vie chère. Qu'il manque des équipes formées avec une confusion entre responsabilité politique et responsabilité administrative. J'ai été sollicité par le CNFPT pour faire des formations, une formation. CNFPT, c'est quoi? Centre national de formation pour les collectivités territoriales, les mairies, sur les questions de projet, conduite de projet et sur les questions d'évaluation. Mais les mairies et les collectivités, que ce soit la CTM, les CAP, etc., les n'ont envoyé personne. Les formations ont été annulées. Parce que je pense que certains élus, je pense que ce n'est pas la peine de former, ou alors ils n'ont pas pris conscience de la complexité du fonctionnement administratif actuel et de la gestion d'une collectivité, comment c'est important d'avoir du personnel formé. Donc je veux dire que ça, ce que je disais là, le manque d'engagement, le fait d'avoir des équipes, d'avoir un projet répondant aux besoins de la population, ça ajouté aux questions d'intégrité et de corruption qui ont l'air de galoper en Martinique, ça dégoûte la population. Et le fait de dégoûter la population, ça donne une responsabilité particulière aux élus qui sont en place aujourd'hui. Alors il faut que la Martinique se ressaisisse. Sinon nous allons droit au mur. C'est ce que je veux dire. D'accord. Merci beaucoup. Merci à toi, Roland Laouché. D'accord. Pourquoi vous ne faites pas de la politique? C'est pour ça que je ris. Vous avez envie de faire de la politique ou pas? Je fais de la politique, là. D'accord. Non, faut que tu saches que... Non, écoute, j'étais, je dis, passionné par le travail intellectuel et tout. Je me suis retrouvé
en ayant fait le parcours, je t'ai dit, et en rentrant en Martinique comme inspecteur de la DAS parce que j'avais fait l'école de la santé, je me suis retrouvé confronté à la misère, même dans l'administration de l'époque, de 82, avec des centaines de femmes de ménage qui n'étaient pas titulaires, des gens qui étaient là depuis 20 ans. Donc j'ai été embarqué dans le syndicalisme. Le syndicalisme m'a pris, je ne le savais pas, 20 ans de ma vie. Je n'ai même pas vu mes gamins grandir et tout. Au bout de 20 ans, j'avais 50 ans, je n'avais jamais vu un médecin étant sportif de ma vie pendant toute la période précédente. Les 2 dernières années, j'ai été hospitalisé 3 fois. Et si j'avais continué, je pense que j'aurais fini comme d'autres qui avaient ce niveau de responsabilité-là, à la fois parce que je travaillais à temps plein. Je n'étais pas déchargé comme d'autres responsables syndicaux. Travailler à temps plein, ne mangeant pas le midi, faisant des réunions, animant des conflits, des machins, j'aurais fini dans un cercueil. Donc je ne pouvais pas. Soit je rentrais dans les pantoufles, soit je faisais autre chose. Donc je me suis dit, mais attendez, mais j'ai vu des responsables de DAS qui étaient mes directeurs venir ne pas faire le quart du boulot qu'il y avait à faire, que moi je voyais qu'on pouvait faire. Donc je vais faire ce travail-là. Et je me suis lancé dedans pour le faire. Alors, certains m'ont accusé, comme vous savez bien, ah ouais, il a viré sa veste, il a été nommé directeur d'ARS. Mais tu sais, les gens, il y a un niveau de bassesse et de jalousie en Martinique invraisemblable. Ils oublient que je suis parti ayant informé tout le monde qu'à cause de maladie, j'arrêtais. Je suis parti en Guyane. Je suis parti travailler après en Haute-Loire. Ce n'est pas le syndicalisme qui a fait qu'on m'a nommé directeur en Haute-Loire. Quand je suis revenu en Martinique, je suis revenu 6 ans après. 6 ans après. Je n'étais pas responsable syndical, il ne me devait rien. Quand j'ai été nommé directeur d'ARS, j'ai été nommé directeur d'ARS 10 ans après avoir quitté le syndicalisme. Ce n'est pas à cause du syndicalisme, non, je suis le surhomme, quoi, dont ils ont peur. 10 ans après, je suis directeur d'ARS, en passant le concours sur un titre où il y avait 1150 candidats. Puis 150, puis 40, puis 22. Donc on n'a pas donné, on ne donne pas aux fonctionnaires qui sont... Mais c'est par ignorance que les gens disent n'importe quoi. Merci beaucoup. Chers amis du canal Martinique Télévision, nous avons eu le grand plaisir de converser devant vous avec Christian Ursulé. Christian Ursulé est aujourd'hui à la retraite, mais il a été pendant de longues années le directeur général de l'Agence régionale de la santé en Martinique, l'ARS. Monsieur Ursulé, merci de nous avoir honorés de votre visite. Merci de m'avoir reçu et d'avoir eu cette conversation très agréable. Merci beaucoup. Ah, bon.